Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Saviez-vous que la connaissance médicale doublait tous les 7 ans dans les années 80, elle doublait tous les 3 ans en 2010 et depuis 2020, elle double tous les 73 jours. Vous comprenez pourquoi j'ai de la fumée qui sort de mes oreilles quand j'essaie de me mettre à jour. Et c'est la raison pour laquelle une jeune start-up, Juicy, a décidé de simplifier la vie des médecins et des professionnels de santé en général en rendant le contenu des revues et des publications scientifiques plus accessible, plus digeste et plus facile à partager. Robin Roumingas, son CEO, nous présente Juicy. Made in Tech, c'est son nom et c'est la première édition d'un salon qui va, j'en suis sûr, aller loin autour de l'innovation en santé et ouvert à tous surtout. Muriel Benita, sa fondatrice, nous y invite les 8 et 9 mars à Paris. Et pour finir cette émission, un établissement de renommée internationale, né au début du XXe siècle et pourtant tourné vers l'avenir, l'hôpital Fondation Rothschild, spécialiste de l'ophtalmologie, mais pas que. Et son directeur général, Julien Gottsman, nous fait l'honneur de nous y plonger dans Check-up Santé. Check-up Santé, l'émission tournée vers le futur, c'est parti. Robin Roumingas, bonjour. Bonjour Fabien Guèze. Alors vous êtes le CEO et le cofondateur avec David Lu, on donne son nom. Bien sûr. De la très jeune start-up Juicy, puisque vous l'avez démarré il y a moins d'un an. Moins d'un an. Moins d'un an, magnifique. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous avez roulé votre boss professionnel en Chine, à New York. L'expérience de l'étranger, l'amour du voyage ou la fuite d'une France un peu rigide? Non. Un peu détroit. M'enrichir d'expériences à l'étranger pour pouvoir les consolider en France. Ouais, d'accord. Vous avez créé donc Juicy en mars 2021. Comment on lance une boîte en pleine pandémie? C'est presque plus facile, parce que lorsqu'il y a une pandémie, lorsqu'il y a une crise, il y a tout à réinventer, et puis ça permet d'avoir plus de visibilité sur des opportunités, ou en tout cas des choses à impact à réaliser. Et pourtant, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas un professionnel de santé. Comment vous êtes-vous aperçu que les médecins avaient du mal à se former, voire à s'informer? À l'ESSEC, j'ai réalisé la chaire santé pour 2 raisons. La première, c'est que la santé, c'est quand même porteur de valeur. Peu importe l'initiative, in fine, on souhaite mieux soutenir les patients. Et puis également parce que c'est une verticale où il y a tout à faire en termes de digitalisation. Et donc, c'est surtout votre associé est cardiologue, non? Et mon associé, évidemment, est cardiologue. Donc c'est un mec bien obligatoire. Exactement. Ouais. Et donc on est parti du même constat que, comme tout professionnel de santé, c'est qu'il existe un écart croissant entre d'un côté la connaissance médicale qui évolue, comme vous l'avez dit, extrêmement vite, et de l'autre, la pratique réelle de la médecine. Or, ce qu'on souhaite faire chez Juicy, c'est justement faciliter la distribution de cette connaissance médicale vers les professionnels de santé. Et c'est vrai que je le constate moi-même, on est tous tiraillés entre les patients, l'administratif, le reste. C'est pas toujours évident d'aller chercher, de lire les dernières publications. Donc en fait, vous voulez devenir un petit peu le hub de la littérature scientifique et médicale? C'est ça, permettre de centraliser les différents papiers, mais également les offrir sous un format court et visualisé pour que ce soit plus agréable. D'accord, c'est gratuit, j'imagine? C'est gratuit. Pour le moment? C'est gratuit pour le moment et ça le restera, en tout cas en termes de contenu, car on souhaite avoir un maximum d'impact et aider les professionnels de santé anglophones, francophones du monde entier. Oui, parce que je sais que vous avez une équipe d'à peu près 20 personnes, c'est ça, à présent? C'est ça. Et une équipe éparpillée, on est bien en 2022, et qui est éparpillée un petit peu dans le monde? Partout dans le monde. Aujourd'hui, avec les outils de productivité qui nous sont offerts, on peut en effet travailler en asynchrone de manière extrêmement efficace, avec un petit peu de process quand même. J'ai vu que vous étiez aussi à Hawaï. Oui, on a une médicale à Hawaï. On essaiera de faire le prochain coup l'émission avec plaisir. d'Hawaï. Avec plaisir. Vous êtes hawaïen, je crois que vous êtes aussi aux US, vous êtes... Principalement en France et aux États-Unis. En France, on a l'ensemble de l'équipe tech, et puis l'équipe créative, l'équipe médicale, l'équipe sales, est répartie un petit peu partout dans le monde. Alors, quel est votre procédé pour agréger toutes ces centaines de milliers de publications? Vous faites comment? Alors, on a développé une pipeline technique qui permet d'abord d'indexer les papiers, principalement en open access. Et puis ensuite, on a développé une technologie NLP, Natural Language Processing, qui permet en effet de synthétiser l'entièreté du papier pour en dégager les insights, l'essence, afin de le fournir de manière visualisée à notre audience, à nos utilisateurs. Donc sur une appli, c'est très simple à télécharger? Directement depuis votre mobile, comme ça vous pouvez consommer vos digests, vos shots de science, n'importe où. La plupart des articles sont complets?
Ils sont Il y a complets. aussi parfois des abstracts. Ils sont complets, ils sont toujours structurés de la même manière. Le titre, ensuite la conclusion pour avoir tout de suite l'insight. Puis ensuite, vous avez le background de l'étude, la méthodologie qui a été utilisée, les résultats, les auteurs, etc. etc. Alors, parce qu'il y a des publications qui sont payantes. Comment vous arrangez-vous avec les maisons d'édition, avec les éditeurs? Alors aujourd'hui, on se concentre principalement sur l'open access, où il y a de plus en plus de papiers disponibles, mais on est également à la recherche et de mettre en place des partenariats avec en effet ces éditeurs pour permettre de processiser un plus grand volume de papier, avec toujours sur l'application un lien de redirection vers le papier original afin de vous permettre de creuser ou d'avoir plus de détails si vous le souhaitez. Et peut-être aussi que ça les arrange d'avoir une visibilité plus grande. Complètement, c'est les retours qu'on a obtenus à date. Alors donc, si vous m'avez dit c'est gratuit pour le moment, votre business model, on verra après. Donc vous adressez aussi aux établissements de soins, aux hôpitaux. Alors côté utilisateur, on s'adresse des étudiants en médecine jusqu'aux spécialistes, en passant par les internes, infirmiers, médecins généralistes. Hospitaliers ou libéraux. Exactement. Oui. Et puis côté B2B, à différents types d'organisations qui vont des réseaux de cliniques, des établissements de soins, aux sociétés savantes, mais également aux cabinets de conseil ou aux agences qui ont des équipes médicales, des experts et qui ont besoin d'automatiser leur veille scientifique afin de monter en compétences sur des sujets, notamment sur des spécialités médicales. C'est peut-être là que votre business model prend toute sa place. Complètement. Donc vous ferez rémunérer par exemple des abonnements. C'est ça, des établissements de soins. Exactement, par exemple, c'est sous un format de licence mensuelle afin de les aider à automatiser cette veille scientifique et permettre de remettre la valeur ajoutée sur l'activation de cette connaissance et non pas sur des recherches qui peuvent être extrêmement longues et fastidieuses. D'accord, donc vous avez démarré il y a très peu de temps. Mais l'application est déjà lancée, vous avez déjà des médecins, des professionnels de santé qui s'inscrivent? Complètement, l'application a été lancée officiellement début décembre. Depuis, on a une traction avec des milliers d'utilisateurs qui viennent s'enregistrer sur l'app pour consommer quotidiennement ou de manière hebdomadaire nos digests. C'est des utilisateurs qui viennent du monde entier, parce que comme vous le savez, l'anglais est la langue de référence dans la littérature scientifique. Donc on a des utilisateurs d'Inde, des États-Unis, d'Europe en général, d'Afrique. J'ai vu qu'il y avait pas mal de publications anglaises, mais qui étaient traduites déjà en français. Exactement, et on a intégré également un petit traducteur pour permettre aux francophones d'accéder plus facilement à cette littérature scientifique qui est en anglais. C'est étonnant, pourtant les Français parlent très très bien l'anglais. Également, au cas où. Donc, vous avez été investi pour ça, non, ou pas? Oui, on a fait un premier round, un pré-seed en septembre dernier, ce qui nous a permis d'améliorer les algorithmes et de déployer un certain nombre de solutions. Et puis, on va chercher à faire d'autres levées de fonds, un round d'amorçage dans les prochains mois. Alors, pour l'instant, vous vous intéressez principalement aux médecins? Ouais. Mais est-ce que vous comptez peut-être vous adresser à d'autres professionnels de santé, peut-être les infirmiers, infirmières, les kinés, les pharmaciens? Complètement. L'idée, c'est de véritablement fournir notre service, du contenu de qualité à l'ensemble des professionnels. Ça commence à l'université avec les étudiants, ça va jusqu'aux spécialistes, mais également, comme vous l'avez dit, infirmières, infirmiers, paramédicaux, médecins généralistes, tout le corps médical qui peut... Et dernier petit service, les médecins peuvent aussi échanger. Complètement, en plus, parce que la vision de Juicy, ce n'est pas simplement de distribuer du contenu de manière simple et efficace, mais c'est également permettre aux utilisateurs qualifiés de co-construire autour de la science, d'interagir autour des papiers, afin tout simplement de faire avancer la science. Eh ben bravo, j'avoue même que j'ai téléchargé hier l'application, elle est vraiment géniale. Merci Robin Roumingas. On va à présent accueillir Muriel Benita, fondatrice du salon Made in Tex. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Muriel Benita, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, l'innovation, chez vous, ça veut vraiment dire quelque chose. Vous avez travaillé longtemps à la Société Générale, où vous étiez en charge de l'innovation. Vous avez créé Maxi Consult Coaching. Et enfin, puisque vous n'étiez pas assez hyperactive, vous avez cofondé le salon Made in Tex. Comment vous est venue l'idée de créer ce salon? Eh bien, tout simplement d'un constat. Où beaucoup d'événements déjà santé existent quand même. Oui, exact. Mais ce salon est très original. D'abord, on est parti d'un constat avec les cofondateurs, c'est que la santé vit une véritable révolution. Alors, avec des impacts financiers et des investissements massifs, plus de 6 000 milliards à l'échelle du monde entier, mais plus de 7 milliards dans le plan santé 2030. Et à quoi servent ces investissements? Eh bien, à innover.
et à faire émerger des nouvelles technologies en santé. Et pour qui ? Eh bien, pour le grand public, pour les patients. Pour le bien du patient, bien sûr. Pour le bien du patient, qui sont devenus finalement non plus simplement patients, mais acteurs de leur parcours de soins. D'où l'idée d'avoir un endroit, un lieu et un temps où on va parler tous ensemble de santé. Alors le lieu, c'est Paris, le Parc Floral. Exact. La date, c'est le 8 et le 9 mars. Oui. D'accord. Donc c'est bientôt, 6 semaines. Exact, oui, tout à fait. Très bien. Donc un salon donc, qui va durer 2 jours et qui va comprendre des ateliers, des stands, des conférences. C'est bien ça ? Oui, alors des conférences de haut niveau que nous allons avoir avec par exemple le professeur Fabrice Denis qui va nous parler de cancer. Fabrice Denis qui a été l'homme de l'année en 2020. BFM. Exactement. Et donc Fabrice, qui est membre aussi de notre comité scientifique, d'ailleurs, le professeur Fabrice Denis, donc, va nous parler de cancer et de télésurveillance. Nous allons parler aussi de santé mentale. On va avoir vraiment des sujets très ouverts, des sujets de société. Et nous parlerons donc de santé mentale avec EPSI, nous prononcions en fin de nous avec le professeur Marion Leboyer. On parlera aussi de nutrition et santé avec le chef étoilé Thierry Marx et d'autres sujets. Donc ça, c'est pour les conférences. D'accord. Donc, et votre salon est adressé à tout le monde ? Alors, oui, 8000 visiteurs, grand public, professionnels de la santé, je devrais dire écosystème de la santé. On y trouvera des industriels, par exemple, on aura le colloque des industries de santé FEFIS Numéum, l'accélération du numérique en France. Des associations de patients ? Des associations de patients, évidemment nombreux, dont certains, par exemple, sur le bien vieillir, on a le président de France Alzheimer, donc des patients, des citoyens, parce que la santé aujourd'hui, c'est un bien commun et on veut le partager avec tout le monde et non plus confiner ça donc à uniquement une relation quand on en a besoin parce qu'on est malade, mais s'ouvrir à tous. Mais ça sera un vrai challenge de mélanger tous ces petits mondes. Oui, parce que les professionnels de santé aussi sont invités. Oui, alors au départ c'était un peu une des questions qu'on nous posait et aujourd'hui tout le monde adhère. Ça veut dire aujourd'hui qu'il s'agisse des grands noms aujourd'hui de la santé comme Future for Care, Paris Campus Santé, la PHP, le Digital Medical Hub. En fait, tout le monde se rend compte. Je parle de nos partenaires. Alors, on va parler après des partenaires, mais les gens que vous invitez, c'est tout le monde. Tout le monde. C'est bien sûr, c'est le grand public, c'est les associations de patients, ce sont les citoyens, comme vous disiez. Oui. Et puis, évidemment, les professionnels de santé. Mais alors, pourquoi tout le monde veut venir dans ce salon ? C'est vrai que vous êtes la star du moment. Tout le monde veut participer à votre salon. C'est un peu vrai. Ouais. On ne cherche pas à être des stars, on cherche surtout à contribuer à cette santé innovante. Et pour ça, quelqu'un qui innove, il a envie de le faire savoir. Parce qu'innover, c'est bien, le faire savoir, c'est mieux. Et ceux, finalement, qui sont les bénéficiaires de cette nouvelle santé, de cette transformation, de ce dynamisme dans la santé, veulent aussi savoir que ces solutions existent, peuvent devenir prescripteurs, d'ailleurs, auprès de leurs médecins, de leurs établissements de santé, des solutions qui les intéressent. Alors, petite consécration, vous avez obtenu le label de la présidence française de l'Union européenne. Oui, exact. On a été effectivement récemment labellisé. D'ailleurs, demain, donc jeudi 27 janvier, va sortir un communiqué de presse du ministère des Solidarités et de la Santé qui nous soutient dans le cadre de cette labellisation présidence française de l'Union européenne. Une période particulière, c'est que à peu près tous les 13 ans, je crois, que la France est aux commandes de l'Union européenne et nous avons été labellisés. Alors certains vous diront que vous concurrencez Vivatech, qui est le CES français en fait. Le CES français, le Vivatech français, le CES américain qui vient juste de passer. D'ailleurs, c'est intéressant que vous me les citiez parce que au CES, comme chez Vivatech d'ailleurs, la technologie est mise à l'honneur, soit, mais la santé, c'est une petite partie. C'est vrai. Nous souhaitons vous consacrer entièrement à la santé. Entièrement. Et d'ailleurs, de nombreuses startups qui étaient au CES seront au sein de Madintex. Plus besoin de se déplacer, vous avez tout ici à Paris. Vous avez 140 stands à peu près. Exact, et à peu près 200 contenus, donc beaucoup de richesse. Alors vous avez des partenaires aussi institutionnels. Oui, donc on a parlé du ministère effectivement des Solidarités et de la Santé, on a la French Tech, on a la BPI, enfin on a la PEC et Pôle emploi. Alors pourquoi la PEC et Pôle emploi ? Nous avons également décidé de donner un coup de projecteur positif sur la filière des métiers de la santé via à la fois des ateliers qui seront dédiés à ce sujet-là et à la fois via du job dating où des personnes de Pôle emploi ou de la PEC pourront venir candidater sur place avec des entreprises qui embauchent, voire imaginer avec des sociétés de formation les passerelles entre les compétences qu'on a un jour J dans un environnement et comment les faire évoluer pour arriver dans un nouvel environnement qui est celui de la santé qui est très porteur.
Donc on peut imaginer viser un prolongement international l'année prochaine? On peut même dès à déjà le présent, cas en fait. On est beaucoup sollicité un peu partout dans le monde, des États-Unis, de l'Angleterre. On aura peut-être même des startups japonaises, des startups israéliennes. Donc oui, on a déjà une composante qui nous rejoint, qui est internationale. Vous avez un comité scientifique d'ailleurs qui est aussi presque international. Alors on a le professeur Fabrice Denis, nous avons David de Amorim et le docteur Alain Toledano. David de Amorim que j'ai invité moult fois. Exact. Donc, on a des personnes de haut niveau, aussi, et Véronique Sussa, donc 4 personnes de grande qualité qui sont là pour et Anne Jean Blanc bien sûr. Enfin donc on a vraiment un monde extrêmement vivant et actif. Parfait. On souhaite bonne chance à votre bébé Made in Tex. Oui. On va évidemment y courir. Vous nous invitez, BFM, oui, Check-up Santé. On vous invite évidemment. Bon. Il y a des trophées. On espère que vous serez là même peut-être pour les remettre, n'est-ce pas? Et plein d'autres choses. Voilà. Et donc on peut s'inscrire gratuitement sur medintex.com. Merci beaucoup Muriel Benita, fondatrice de Medintex. On va à présent accueillir Renaud Degas et sa chronique. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Bonjour Renaud. Bonjour Fabien. Vous allez bien? Bien, ça va. Fin de mois de janvier, début février? Oui, c'est bien reparti. Bon, je rappelle que vous êtes le patron de La Veille, acteur de santé, très d'ailleurs diffusé dans le monde de la santé. Merci pour votre chronique d'aujourd'hui. Alors Renaud, à première vue, nous sommes à un moment crucial de la digitalisation de notre système de santé. Oui. Hier, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, alors ça devrait être bon. C'est ça l'enjeu en fait. Toute la question est de savoir si en fin d'année, les Français auront adopté mon espace santé, l'espace numérique santé officiel, qui est lancé ces jours-ci. Il commence à y avoir une communication officielle qui se développe. Vous savez que toutes les semaines, vous recevez des entrepreneurs qui investissent depuis de nombreuses années le monde de la santé numérique. J'ai fait depuis 10 ans. Oui, non, mais c'est voilà. Sauf que parfois, ils se sentent seuls quand ils regardent du côté officiel. Et un côté officiel où tout le monde a été refroidi par l'expérience DMP qui a été lancée en 2004 et qui a un petit peu, on va dire, déjà étalé 17 ans, quoi. Voilà, 2004 déjà. 17 ans. 17 ans. Et donc, voilà. Donc, ça a un petit peu fusillé un petit peu toutes les initiatives officielles sur le secteur. Et là, depuis 3 ans, avec la stratégie numérique en santé du gouvernement, il y a 3 ans de travail qui aboutissent ces jours-ci. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans un moment crucial avec le lancement de mon espace santé qui s'adresse à tous les Français. Et qui est drivé par la DNS, donc c'est la délégation ministérielle du numérique en santé, avec l'assurance maladie, avec l'agence numérique en santé. Donc bon, voilà, tout le monde a priori est regroupé. C'est lancé ces jours-ci. D'accord. Et pourtant, il y a le compte Amélie déjà qui existe. Oui, alors, parce qu'en plus, l'assurance maladie est opérateur dans l'histoire. On peut se dire, bon, il y a déjà le compte Amélie, pourquoi relancer un autre espace? Clairement, il y a l'aspect administratif, remboursement des soins, c'est Amélie, mais il y a tout l'aspect santé, avec données de santé, avec communication avec les professionnels de santé, avec même appli pour suivre son diabète, pour faire un suivi, par exemple, des règles pour les femmes, etc. C'est une plateforme qui se veut très ouverte sur toutes les solutions santé, donc a priori ouverte, il doit y avoir des labellisations ou autres, à tous ces entrepreneurs que vous recevez toutes les semaines. On va bien être tracé. De toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que ça va mieux marcher que le DMP? Alors, voilà, je pense que en France, non, mais c'est parce que j'entends déjà les bruits des professionnels de santé qui disent bon voilà, c'est un DMP qu'on a rhabillé. Honnêtement, je ne crois pas. Moi, je les suis depuis un petit moment. D'abord, c'est l'idée par Dominique Pont, qui est un homme qui est du terrain, puisque je crois qu'il est directeur d'une clinique à Toulouse, la clinique Pasteur. Donc, dès le début, il a annoncé une approche très pragmatique. Et d'autres, il s'est baladé dans toute la France. Dans toute la France, il s'est baladé, il a rencontré tout le monde, et surtout, il a impliqué visiblement beaucoup d'acteurs de santé. Et c'est là où c'est pour ça que moi je le suis. Et d'ailleurs, la tribune qui est parue hier ou qui va paraître est co-signée par de nombreux acteurs de santé aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le monde sur ce projet qui est présenté par ses promoteurs comme une véritable révolution, puisque c'est une structuration du monde de la santé sur le numérique. Voilà. Donc c'est vraiment... Ça se veut une base de développement. Bon, et on espère. On va croiser les doigts. On croise les doigts parce que pour une fois, on espère que ça va marcher.
Oui, moi je suis. L'enjeu, je pense que l'enjeu, il est au-delà du. Tout le monde a le DMP. En fait, il est bien au-delà de ça. Il faut l'oublier. Il faut l'oublier, et parce qu'en fait, depuis 2004, le monde a bien changé, et il y a un vrai enjeu à la fois de santé publique, mais aussi industriel et d'organisation de la santé. Et quelque part, le succès de mon espace santé, on ne peut que le souhaiter, parce que si ça échoue, derrière, se dire quoi? C'est Google, c'est les GAFAM qui récupèrent la mise. Et je pense qu'on n'est pas dans une situation où on a intérêt à se donner pieds et poings liés à ce genre de GAFAM, et de garder nos données. Voilà. Merci beaucoup Renaud. On va à présent accueillir Julien Gottsman, qui est directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Julien Gottsman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat, vous avez fait les études, des hautes études en santé publique, l'école des hautes études en santé publique, vous avez fait le SCP, l'IEP, l'Institut d'études politiques, un MBA London School of Economics. Je ne sais plus de quoi j'ai l'air, moi, avec mes petites études de médecine. Vous m'avez ringardisé, merci. Vous avez un long passé hospitalier. Vous êtes passé par l'Institut national du cancer, par la Pitié, par Garches. Vous avez été directeur des ressources humaines médicales à la PHP, Sciences publiques. Et vous dirigez, vous êtes le directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild. C'est un hôpital privé à but non lucratif. Donc effectivement, c'est une troisième voie entre les hôpitaux publics d'un côté et les cliniques privées à but lucratif de l'autre. Troisième voie qui est un peu méconnue des Français, d'origine confessionnelle, mutualiste ou philanthropique. Vous connaissez sûrement Foch, Lydia Saint-Simon, Curie, Montsouris. Oui. Et hôpital relativement ancien, 1905. Oui, nous avons été créés en 1905, effectivement. Nous sommes situés à côté des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement. Nous comptons 1500 collaborateurs à peu près, voilà, et nous sommes spécialisés tête et cou, donc l'ophtalmo, bien sûr, pour laquelle nous sommes très connus. C'est vrai que l'hôpital Rothschild, c'est un paquebot, c'est phénoménal, et spécialisé dans toutes les pathologies de la tête et du cou, on dit. Donc on a toujours tendance à penser, c'est un peu vrai que vous êtes un des temples de l'ophtalmologie, mais pas que. Pas que, exactement. Donc l'ophtalmologie représente 40% de notre activité, mais nous avons également 60% sur les neurosciences, la neurologie, la neurochirurgie, l'ORL également, des axes qui sont en train de se développer très fortement. Ouais. L'axe AVC aussi qui est très important Bien chez sûr, vous. AVC, nous sommes un des premiers centres européens de traitement de l'AVC. C'est chez nous qu'a été démocratisée la technique de thrombectomie mécanique dans le traitement de l'accident vasculaire ischémique en particulier. Et nous traitons plus de 3 AVC en moyenne par jour. Vous voyez. D'accord. Et vous voyez surtout 300 000 patients par an. Oui, j'ai vu ça. C'est. Ouais. Alors donc il y a évidemment l'ophtalmo, il y a vous avez donc aussi un centre de recherche. Oui. Assez important. Oui, effectivement. Donc on a vraiment mis l'accent sur tout ce qui est recherche et innovation à la Fondation. Oui. Malgré notre taille qui est assez médium, nous avons une activité digne d'un CHU. Nous dédions 8% de notre budget aux activités de recherche, 150 protocoles de recherche par an, 300 papiers qui sont publiés chaque année. Tout ça sur place, évidemment. Tout ça sur place. Ouais. Voilà, plus de 4000 patients qui participent chaque année à nos protocoles de recherche. Donc vraiment une activité très dynamique. Nous avons déposé 5 brevets cette année et accompagné 2 startups. Donc vous voyez que nous sommes effectivement tournés vraiment vers l'innovation. Oui, en lisant un petit peu ce que vous faisiez, j'ai évidemment pu constater, je le savais déjà, que vous étiez vraiment tourné vers l'extérieur, avec des partenariats publics-privés, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie d'hôpital magnétique, avec une attractivité à 360 degrés, pour nos patients, évidemment, pour nos collaborateurs, nos professionnels, mais également pour les industriels et puis pour les donateurs, accessoirement. Et donc, c'est vrai que... Parce qu'on peut donner à la Fondation. Oui, tout à fait. Nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1909. Et donc, nous accueillons évidemment les dons et les legs. C'est très important pour nous aider dans notre démarche de recherche en particulier. Ouais. Vous êtes aussi touché par la pénurie des professionnels de santé, comme à l'assistance publique? Oui, malheureusement. Alors, un peu moins certainement, mais malheureusement, depuis effectivement la crise Covid, nous avons observé une espèce de crise de vocation, on va dire, dans le secteur hospitalier, et nous avons des difficultés à recruter, mais c'est en train de s'améliorer. Au niveau des médecins, au niveau des infirmiers, au niveau des aides-soignants? Pas au niveau des médecins, mais au niveau des infirmiers, en effet, infirmiers de nuit en particulier, où c'est un peu plus difficile de trouver des gens qui souhaitent travailler le week-end et la nuit qu'auparavant. Comment avez-vous passé la crise de Covid ?
Alors que vous n'étiez pas franchement, vous, dédié à ce genre de pathologie. Effectivement, donc nous, tête et cou, on n'était pas directement concernés par le Covid, mais en fait, on a été rattrapés, évidemment, et on a vraiment mis toutes nos forces dans la bataille au cours des vagues successives. On a multiplié par 4 notre capacité d'accueil en réanimation, en particulier au cours de la première vague. Et puis, un petit détail quand même, c'est chez nous qu'a été identifié le symptôme associé de perte de goût et de perte d'odorat. Oui, puisque le virus, c'est un tropisme neuro. Effectivement. Et donc, c'est chez nous que ce symptôme associé a été identifié. Ça a été bien utile au début de la pandémie. On n'avait pas encore tous les tests comme aujourd'hui pour arriver à identifier vraiment le Covid. Oui. Donc vous disiez, vous aviez un centre de recherche, vous aidiez les startups. Donc vous avez parfois des appels à projets qui sont internes quand même à la fondation. Oui. Donc vous aidez des startups, vous les financez de quelle façon Alors en fait, notre stratégie consiste à accompagner, à promouvoir les innovations portées par nos professionnels de santé. Et donc, quand effectivement ils ont de bonnes idées et qu'on considère qu'il y a une valorisation possible, on les accompagne pour les dépôts de brevets et puis pour le lancement de leur start-up. Il arrive parfois, mais c'est assez exceptionnel, qu'on prenne même des participations dans ces start-up. Donc c'est un amorçage. Exactement, un amorçage. Voilà. Vous voyez comment l'hôpital du futur? Comme je vous l'ai dit, la vraie plus-value, c'est l'innovation. Donc il faut évidemment qu'on traite nos patients de manière tout à fait qualitative, mais également qu'on soit tourné vers l'avenir, vers l'innovation, vers la recherche pour arriver à bien identifier les technologies qui seront utilisées ultérieurement. Voilà, c'est ça notre stratégie. Bien sûr, la recherche en ophtalmologie chez vous, c'est majeur. Oui. Je crois que vous êtes développé aussi, vous êtes spécialisé sur la myopie très forte. Oui, donc effectivement, on considère que la myopie forte est un vrai enjeu de santé publique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des Asiatiques, par exemple, sont myopes, que 10 à 20% de ces myopies sont des myopies pathologiques qui peuvent aboutir à des cataractes précoces, à des décollements de rétine ou à des troubles assez ennuyeux au niveau de la rétine. Et donc l'idée est vraiment d'arriver à anticiper cette épidémie non virale qui va arriver en Europe, avec notamment tout ce qui est usage des écrans, télétravail en particulier. Et donc nous avons décidé de créer un institut de la myopie pathologique avec un objectif assez ambitieux, peut-être d'arriver à découvrir un jour une molécule qui guérira de la myopie. Voilà, Espérons. Rêver un peu. Merci beaucoup Julien Gossman, directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.